Adolescente star des années 70, chanteuse star des années 80-90, elle est avec nous au bout du fil et je sais qu'elle est très heureuse de nous parler aujourd'hui parce qu'elle a quelques souvenirs à nous raconter du Québec. Caroline Verdi, bonjour. Bonjour et merci. Quel plaisir de parler avec un Québécois, avec ce bel accent québécois et surtout d'être effectivement à l'écoute, tout le monde d'avoir des Québécois à l'écoute de chez vous. Aujourd'hui, on va faire le tour de votre carrière unique. Vous commencez très jeune avant de devenir star de la chanson des années 80 puis des années 90 et de tout arrêter au tournant des années 2000. Caroline Verdi, vous commencez justement cette carrière hyper jeune sous le nom de Mademoiselle. Vous avez 11 ans quand vous signez votre premier contrat de disque, 14 ans quand vous sortez votre premier disque. C'est quoi l'enfance de Caroline Verdi pour que si jeune, vous sortez ce premier disque? Ah, c'est une belle aventure. J'avais un papa qui était musicien, donc j'étais influencée déjà dans cette, on va dire, par ma famille. Et puis moi, je voulais faire du théâtre au début. Et puis les maisons des jeunes de la culture en France, on me dit, bah écoute, on va t'inscrire pour faire du théâtre. Et un jour, le directeur de la maison des jeunes de la culture vient dîner chez mes parents et ma maman me dit, écoute, chante une chanson. Et je me mets sur une chaise et je chante une chanson à l'époque de Petula Clark, on va dire la femme du directeur de la Maison des Jeunes, qui improvise en disant « Samedi prochain, il y a le bal populaire, il faut qu'elle apprenne une ou deux chansons, elle répète avec l'orchestre et il faut absolument qu'elle chante. » Donc, je me suis retrouvée à 11 ans devant un public, on va dire un public de bal et j'ai chanté pour la première fois avec un orchestre que je connaissais pas et j'ai improvisé. Voilà. Un petit peu comme votre petite Céline Dion. Voilà, j'ai commencé peut-être aussi jeune, j'ai pas eu la carrière effectivement de Céline, mais on avait même à l'époque, on a eu une période, le même éditeur. Le parallèle est très très bien choisi, mais quand vous vous retrouvez sur cette scène-là pour la première fois, est-ce que tout de suite vous avez dit « c'est ça que je veux faire » ? Non, vraiment pas. Moi, je voulais être psychologue pour enfants. Alors, vous voyez, c'est tellement loin de mon parcours après de vie, mais je ne me disais pas être destinée à faire de la musique. Je me voyais plus peut-être bien faire du théâtre. Et la vie m'a vite embarquée sur ce bateau. Et bien évidemment, je vais pas renier cette belle aventure. Une aventure qui va prendre de l'élan très rapidement parce que à 16 ans, vous vous envolez pour le Japon avec l'orchestre de Paul Moria, le célèbre Paul Moria. Comment cette opportunité arrive dans vos mains? Parce que Paul Moria, il était très sélectif, là. Ah oui, très sélectif. Écoutez, j'ai eu la chance d'avoir signé un contrat dans une maison de disques, alors peut-être que ça va vous parler, qui s'appelait United Artists. Et United Artists était la maison de disques créée par Charlie Chaplin. Elle n'était pas du tout connue en France, elle était connue bien évidemment aux États-Unis, Et en France, il y avait très très peu d'artistes, en tout cas français. Je crois que j'étais la première artiste française à signer un disque chez United Artists. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai rencontré Paul Moria et le directeur de cette maison de disques m'a présenté à lui. Et lui a dit pourquoi pas. Et comme United Artists venait de signer mon disque au Japon chez King Records, qui est une grande maison de disques, on va dire, japonaise, eh bien, ils se sont dit, on va faire partir la petite, on va la mettre, effectivement, première partie de l'orchestre Paul Moria au Japon. Et j'ai fait près de 90 concerts. Aimer quelqu'un d'heureux, si cet amour-là existe. Aimer quelqu'un d'heureux, si cet amour-là existe. Et là, à ce moment-là, Caroline Verdi, c'est un nom connu du milieu musical. C'était quoi exactement votre vision du métier, de votre avenir à ce moment-là? Parce que ça fait beaucoup pour un début de carrière, là. Oui, ça faisait beaucoup, mais vous savez, j'ai vite compris quel était le phénomène de ce métier. C'est-à-dire, je vais être peut-être très réaliste, mais ce n'est pas que le talent qui compte.
hélas, tout dépend quel va être votre label, la maison de disques, les auteurs, les compositeurs. Et après, eh bien, le vrai choix se fait à travers les médias. J'avais l'espoir d'être connue, mais j'étais très réaliste sur ce que pouvait être ce métier. Est-ce que vous aviez un entourage très terre à terre parce que dans les journaux, ben, on vous décrit comme la prochaine sensation de la variété française? Oui, j'ai eu des très beaux articles chez vous. C'est vrai que j'ai été très, très, comment dit-on, même à l'international, que ça soit le Japon, après j'ai eu la Turquie. Alors moi, le Canada, ça a toujours été des très agréables bons souvenirs, d'autant plus que nous parlons la même langue. Mais en même temps, j'avais quelque chose de très réaliste. Moi, je suis l'aînée d'une famille nombreuse aussi, un petit peu comme votre star de Céline Dion. Moi, j'étais l'aînée de 7 enfants. Donc j'avais quand même une faculté de réalisme qui me faisait dire j'ai déjà cette chance-là pourvu qu'elle continue, mais j'étais aussi réaliste qu'elle pouvait aussi du jour au lendemain s'arrêter. Quand on regarde votre discographie des années 70, mais on pourrait dire votre discographie entière, il y a quelque chose d'unique chez vous. Vous appartenez à la fois musicalement au genre qu'on pourrait dire variété française, du genre populaire, mais vous avez des textes quand même assez poussés, des textes plus travaillés que on pourrait dire le genre populaire. Très avant-gardiste, oui, comme des chansons comme C'est le temps de la violence, qui aurait pu, vous voyez, je voyais effectivement ce changement de vie, ce changement de génération, et j'avais envie d'être dans l'actualité, que les gens comprennent qu'aujourd'hui même les artistes sont très confrontés, on va dire, à la société, et que je n'étais pas insensible à ce qui pouvait se passer. Vous avez dit que c'était vous qui vouliez ça. Est-ce que ça a été dur un peu d'imposer cette direction artistique? Parce qu'à l'époque, les producteurs, c'est eux qui tenaient le gros bout du bâton, là. Vous avez bien, vous dites vraiment bien les choses. Effectivement, les producteurs étaient un petit peu, c'est eux qui devaient servir de guide. Mais moi, je m'étais un petit peu imposée en disant, je ne dirai jamais. Bon, il m'est arrivé d'être très influencée par des choses, des fois, que je ne comprenais pas, parce que surtout quand j'étais très jeune. Mais par contre, j'ai tout de suite compris un moment qu'il fallait que tout ce que je pouvais dire, raconter et bien évidemment chanter, que ça ne m'appartenait, que c'était aussi ma vie. Donc j'ai à un moment été même contre certains à dire non, moi il n'est pas question que je chante ceci ou que je fasse cela. Est-ce que ça a joué contre vous, justement, ce désir de faire ce que vous vouliez? Oui, je pense qu'à un moment, on disait elle a du caractère, la petite, mais je pense que je ne regrette en aucun cas, parce que j'aurais peut-être pas eu une carrière de 30 années, quoi. Votre carrière va atteindre de nouveaux sommets en 1976 quand vous faites partie de la présélection française pour l'Eurovision à côté de noms que tout le monde connaît. Christopher Laird, Isabelle Aubray, Exact. Catherine Ferry. Exact. Vous vous retrouvez en 4e position de la finale. Moi, je suis curieux de savoir comment vous avez vécu cette expérience-là, parce que l'Eurovision en Europe, bon, en Amérique, on n'en parle pratiquement pas, mais en Europe, c'est immense, là, ça, pour une carrière. Oui. Alors l'Eurovision, moi j'étais très à me dire est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord. Mais j'avais un éditeur qui s'appelait Claude Pascal, les éditions Claude Pascal, qui était également l'éditeur de Céline Dion en France. Et c'est comme ça que j'ai croisé, la seule fois où j'ai croisé Céline Dion. Et il est vrai que l'Eurovision, je me suis dit, tentons ma chance. C'était plutôt mon éditeur qui m'a présenté en disant, mais si, vas-y, tu vas voir, on va. Et c'est vrai que j'avais des bons auteurs et des très bons auteurs et compositeurs. Et j'ai fait, effectivement, j'ai tenté cette aventure. Je vais vous dire, ce métier est tellement particulier. Ce n'est pas forcément que le talent qui compte. Vous avez tellement de choses pour la carrière d'un artiste qui compte, aujourd'hui je peux me permettre de le dire, c'est-à-dire que ce soit les producteurs, que ce soit les auteurs, que ce soit les compositeurs. À un moment, on ne juge pas que le talent de l'artiste. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Ce concours de la présélection de l'Eurovision vous emmène à chanter à nouveau au Japon pour le concours international de Yamaha. Oui. Par la suite, vous allez sortir votre premier 33 tours en 1980. Ce n'est pas une star, un album d'une qualité
incroyable qui s'écoute encore très bien. Tantôt, Caroline Verdi, je vous disais que votre répertoire, il y avait des chansons peut-être plus poussées. Ben, cet album-là, là, il a vieilli de façon extraordinaire. Les chansons s'écoutent encore très très bien aujourd'hui. Bah écoutez, je suis ravie que vous me le disiez parce que c'est vrai que on va dire, je vais dire la mentalité de vous Québécois qui aimez la langue française, qui vous l'aimez peut-être aujourd'hui encore beaucoup plus que que nous propres Français. Mais il est vrai que cet album, ça a été mes choix, que ce soit les titres, que ce soit les chansons, ma manière d'être, ma manière on va dire, de chanter. Ça a été l'album qui m'a le plus reflété dans sa totalité. On va nommer quelques-unes des chansons de cet album-là. J'ai envie de vie, Le coup de vague à l'âme, C'est le temps de la violence, une nouvelle version. Oui. Et aussi, ils ont changé la France. Moi, là, cette chanson-là, je trouve que de tout votre répertoire, c'est l'une des chansons les plus marquantes parce que elle s'applique un peu à tous les pays aujourd'hui. Exactement. Écoutez, c'est Didier Barbelivien qui m'avait écrit cette chanson. On avait travaillé cette chanson ensemble, je me rappelle, chez lui à l'époque. Bon, Didier, qui ne connaît pas Didier Barbelivien avec tous les tubes qu'il a pu faire autant pour lui, mais surtout beaucoup pour les autres. Et quand Didier Barbelivien m'a écrit cette chanson, on s'était orienté en disant de quoi on va parler. Et moi, je me dis, tu as vu la France aujourd'hui, dans quel état elle est, qu'est-ce qui se passe, comment il y a cette furie politique qu'il peut y avoir. Et là, il est parti et quand il m'a fait écouter la chanson définitive avec tous ces changements qu'on a pu laisser, je me suis dit, cette chanson, elle va marquer ma carrière. Parce qu'elle reflétait tellement la France de cette période et pour moi, elle est encore d'actualité. Et c'est vrai que ce soit la France ou que ce soit même tous les pays actuellement, surtout en ce moment avec ce qui se passe entre l'Europe, les États-Unis, les pays d'Asie, etc., je me dis à croire qu'elle est toujours temporelle, quoi. Regarde, ils ont changé la France. Et le tournant des années 80, je trouve, marque aussi votre transition entre l'adolescente et la femme, la jeune femme que vous étiez encore en 1980. C'est une évolution humaine, mais aussi une évolution musicale dans votre parcours, là, cet album-là, parce qu'après ça, vous prenez un tournant plus rock, plus rough un peu. Tout à fait, tout à fait. Bien écoutez, je me suis aperçue que vocalement, déjà, je maîtrisais beaucoup plus cette voix. En fin de compte, j'avais une voix assez puissante, on va dire, que je maîtrisais dans sa totalité. Et je me suis dit, je n'ai plus 10 ans, je n'ai plus 15 ans. J'allais vers vraiment, on va dire, je devenais une femme. Donc, il fallait que je parle, que je chante des choses qui me concernaient pour que je puisse, en tout cas sur scène, avoir l'émotion naturelle de qui j'étais. Et est-ce que, encore une fois, ce changement de direction-là a été difficile à accepter pour les producteurs, les productions, les distributeurs de disques? Écoutez, vous savez, les producteurs de disques changent également. C'est pas toujours les mêmes. Donc, ils évoluent aussi. Et en même temps, j'ai eu la chance de toujours travailler avec des gens qui m'ont fait confiance. La première personne qui a signé mon premier disque en face de moi, c'était quand même Eddie Barclay. Donc, j'avais mes parents à côté de moi, parce que c'est mes parents qui signaient pour moi puisque j'étais très jeune. Donc, j'ai toujours eu la chance d'avoir en face de moi soit des producteurs ou des directeurs artistiques qui suivait un petit peu mon instinct et surtout l'évolution à travers mon âge et à travers aussi ma vie. Au Québec, vos disques ont toujours été distribués dès les années 70, mais il faut attendre, étrangement, les années 80 pour vous voir apparaître au palmarès québécois. On va nommer votre toute première chanson qui apparaît dans ce palmarès, un biberon de rock and roll, numéro 9 au palmarès québécois pendant 9 semaines. C'est quand même un 9 semaines, j'étais 9. Bah, écoutez, vous voyez comment la communication peut être différente parce que je ne le savais même pas. Ben voilà, maintenant vous le savez. Est-ce que il y a une genèse particulière à ce succès qui va marquer votre carrière? Oui, c'est vrai, c'est Didier Barbelivien encore. Vous savez, la vie, c'est qu'une question de rencontre. Et Didier me présente cette chanson, un biberon de rock'n'roll, et je lui dis, mais elle est tellement jeune, tellement pétante, cette chanson. Je dis, oui, j'ai bien envie, effectivement, de l'interpréter. Et à ce moment-là, vous avez une version
plus ou moins identique, on va dire musicalement parlant, c'était, je crois que c'est Romina Power, je ne sais plus quelle est, je crois que c'est Romina Power, une version italienne qui était musicalement à peu près proche. Et je me suis dit, mais qui a composé le premier, quoi? Bref, c'était sorti presque au même moment. Et ça, c'est une petite chanson, on va dire, très positive, très sympathique. Mais c'est vrai qu'après, tant avant, c'était différent, et après, c'est encore plus différent. Elle a aussi un petit brin de nostalgie. Est-ce que Caroline Verdi, elle est nostalgique? Oh, je crois comme tout le monde, on a le côté à un moment très heureux, très positif, et puis par moment, si aujourd'hui on doit regarder la vie telle qu'elle est, on peut avoir des moments un peu nostalgiques et un peu moins positifs. Mais c'est la vie qui vous apprend tout cela. Moi, j'ai tellement rencontré des gens fabuleux, des gens moins fabuleux, que pour chanteuse ou pas chanteuse, la vie vous apprend tellement de choses tout au long de ces années. Moi qui ai le cœur bohémien, moi j'ai grandi à cette école, les chansons de mes idoles étaient une certaine idée folle. Et là, Caroline Verdi, on va nommer quelques-unes des chansons qui vont se retrouver au palmarès québécois. Quelqu'un, Les yeux délavés, Ce n'est que la pluie qui va se retrouver top 5 lors de sa sortie, Quand je vois rouge. Quand vous repensez à ces années 80-là, où vous avez du succès en France, du succès au Québec, et plus tard en Russie, parce qu'on va en reparler un peu de cet immense succès en Russie, c'est quoi qui vous vient d'abord à l'esprit? Je me dis, j'ai quand même eu la chance d'avoir peut-être une première rencontre qui m'a emmenée sur un chemin où je m'attendais vraiment pas à y aller. Mais c'est vrai que quand vous êtes embarqué sur un tel bateau, que vous rencontrez des gens comme, vous parliez de la Russie, que je me retrouve un jour, on en reparlera peut-être après, à être invité pour un grand événement à Moscou, où les invités, il n'y avait pas d'invité ici, il y avait un seul et autre invité français qui était Didier Marouani, qui à l'époque avait un groupe qui s'appelait Space, et que vous avez à côté de vous, vous avez Rostropovitch, Pavarotti, Jesse Norman, etc. Et vous êtes la petite française au milieu de gigantesques. Vous sous-estimez pas, mais vous comprenez quelle peut être la valeur de votre histoire à ce moment-là. Ben oui, et là, vous avez mentionné la Russie, en 1990, c'est un immense succès qui va sortir, la chanson Au cas où, 800 000 ventes seulement en Russie. C'est quand même assez extraordinaire. Elle va se retrouver dans le top 10 au Québec également, cette chanson-là. Je suis curieux de toute cette histoire de cette chanson-là qui vous fait justement retrouver Pavarotti en Russie. C'est extraordinaire comme destin, Caroline Verdi. C'est extraordinaire dans le sens que à ce moment-là, je collaborais, on faisait beaucoup de concerts ensemble puisque mon producteur organisait des concerts. Et je me retrouvais à faire des concerts avec Nicolas Perrac. Et Nicolas un jour me dit, je veux absolument t'écrire une chanson. Et il m'écrit cette chanson Au cas où. Et à ce moment-là, effectivement, une radio, on va dire importante en France qui s'appelle Radio Nostalgie, me dit, on vient de créer Nostalgie à Moscou. Et il me dit, on va faire de toi une star en Russie. Alors on y croit pas. Je dis écoute, c'est super si vous me programmez. Ils m'ont tellement bien programmé que la première fois que je suis arrivée à Moscou, à la sortie de l'aéroport, j'avais l'impression d'être une big star quand je ne connaissais pas encore même pas ce pays. Moi, je suis arrivée à Moscou pour faire mon premier concert à la salle Rossia à Moscou. Écoutez, j'avais une salle pleine à craquer. Je vous dis, j'étais tellement étonnée que vous voyez les médias, comment les médias, vous pouvez influencer, on va dire, un public qui est à votre écoute. Et je me suis retrouvée dans une salle magistrale où ils connaissaient tous mes chansons. Et à un moment, j'ai vu un jeune homme qui commençait à vouloir se faire remarquer au milieu du public. Et j'ai vu, on va dire, la gendarmerie, ça s'appelle pas la gendarmerie, mais on va dire russe qui allait l'embarquer pour le sortir. Et bien moi, j'ai descendu les escaliers et j'ai été chanter à côté de lui. Du coup, ils sont partis. Et du coup, j'ai chanté à côté de ce jeune homme qui allait être, on va dire, éjecté de la salle. Et du coup, c'est des petites histoires, mais dont je me souviens encore aujourd'hui. On n'a pas tous les jours la veine et des guitares sortant de la nuit,
Et là, une rencontre qui va marquer votre carrière aussi, c'est votre arrivée au Québec en 1991, qui va suivre le succès de Au cas où. Et quand vous débarquez au Québec, là, l'attention médiatique autour de vous est, encore une fois, immense, là. Est-ce que vous vous attendiez à cette attention médiatique-là en débarquant ici? Pas du tout, parce on sait qu'on a sorti un disque, mais on ne sait pas quel a été l'impact qu'a pu avoir, on va dire, le titre ou le disque. Et on se retrouve des gens qui vous ouvrent les bras, qui sont d'une sympathie, mais moi c'est des souvenirs, j'ai fait plusieurs émissions, radio, télévision, en plus à cette époque-là, je crois qu'il y a une radio libre qui venait d'être créée, donc il y avait un enthousiasme naturel et que moi je m'en souviendrai toujours. Je regrette même, il va peut-être falloir que je revienne vous voir parce que je trouve que tellement il y avait eu des ondes positives, mais en tout cas ça a été pour moi des agréables souvenirs. J'avais un attaché de presse en plus, qui était à l'époque l'attaché de presse, elle était pas encore véritablement née dans le show business, c'était l'attaché de presse aussi de Lara Fabian. Et ça a été, pour moi, ça a été une très belle expérience, le Canada, le Québec, disons-nous plutôt. Et oui, parce que vous venez faire la promotion d'un disque qui a bien fonctionné ici, l'album Rock Velours. Et dans les articles de journaux, on lit très bien que vous êtes un peu surprise de voir la culture du Québec, la langue française qu'on protège. Qu'est-ce qui est venu vous toucher le plus de cette culture québécoise? En tout cas, je vous sentais beaucoup plus français que certains Français. C'est-à-dire cette langue que vous avez défendue, que vous enrichissiez et que vous enrichissez toujours, face quand même à un peuple, on va dire, anglophone à côté, qui est sur le même territoire que vous, mais vous avez réussi à garder, on va dire, votre valeur on va dire, innée, qui est effectivement cette langue française. Et partout où je suis allée, puisque après j'ai fait plein d'autres concerts dans plein d'autres pays, que ce soit la Turquie et autres, j'ai toujours eu l'honneur et en tout cas mon envie de défendre cette langue comme vous, les Québécois, vous la défendez aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que le reste de la francophonie mondiale défend assez bien le français? Pas tous. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la France a perdu un peu de son identité et je trouve ça, je parle mondialement parlant, et je pense qu'il faut se battre, que ceux qui ont effectivement on va dire, cet honneur d'être nés sur un tel pays qui a une telle histoire, même moi je défendrai toujours effectivement la langue française avant tout. Et là, après ça, bon, vous allez quitter le Québec quelques années, mais vous allez revenir en 1993 pour tourner le clip de Et maintenant, votre reprise de Gilbert Bécaud. Exact. J'ai eu la chance de tomber effectivement sur une équipe québécoise qui a dit nous voudrions que ce soit nous qui tournions effectivement votre clip. Et effectivement cette reprise était assez originale à tel point que moi je me suis retrouvée à minuit, un monsieur m'appelle, allô c'est Gilbert Bécaud. Alors je dis d'accord. Il me dit écoutez, il fallait absolument que je vous appelle, j'ai essayé de trouver votre numéro partout. C'est la meilleure version que je n'ai jamais entendu. Mais pour vous dire que j'avais cette fierté de remettre en lumière des titres qui représentent aussi la France et qui représentent ce qu'on appelle la vraie chanson française. Et donc, quand j'ai fait cette reprise, il fallait qu'elle ait une originalité. Et comme j'avais une voix assez puissante, j'ai dit si on la faisait avec on va dire dans un style un peu rock. Eh bien, vous voyez, et puis après le clip a été tourné chez vous, et je suis très très fière de ce clip parce qu'il reflète bien ma personnalité encore d'aujourd'hui. Et maintenant, plus rien. Et là, Caroline Verdi, le temps va passer, les années 90 vont se dérouler avec plusieurs sorties d'albums, plusieurs nouvelles chansons également, que vous allez parfois coécrire, parfois écrire au complet. Qu'est-ce qui vous inspirait à cette époque-là pour composer, écrire vos chansons? C'est l'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment, je me retrouvais aussi avec des auteurs-compositeurs qui me proposaient, parce que comme beaucoup d'artistes, on vous propose plein de chansons, mais qui ne reflètent pas exactement votre personnalité et ce que vous êtes. Et ben, je me suis dit, je vais me mettre à prendre une plume et puis d'influencer le compositeur pour que ce que je vais faire par la suite, ça correspond beaucoup plus à ma personnalité d'aujourd'hui. Parce que quand on commence à signer son contrat à 11 ans et qu'à un moment, ben, on a passé les 20 ans, on est aux 30 ans, donc obligatoirement,
obligatoirement, la vie vous apprend aussi beaucoup de choses pour pouvoir faire évoluer votre propre vie. Et est-ce que c'est un côté de votre carrière, de votre personnalité que vous auriez aimé mettre plus de l'avant, ce côté auteur-compositeur? C'est très drôle ce que vous me dites, puisque c'est tout à fait cela. Je pense que j'ai eu beaucoup plus de pudeur à m'exprimer et j'ai beaucoup plus fait confiance aux gens en pensant que moi je ne pourrais pas le faire. C'est toujours, vous savez, il y en a qui ne doutent pas dans la vie, mais le doute ce n'est pas un défaut. Pour moi, ça vous apprend après à être beaucoup plus ce que vous serez, parce que vous en avez qui ont aucun doute, mais le doute, c'est humain, et je l'ai eu, et je ne le renie pas, quoi. Et là, en 1996, vous sortez votre ultime disque, vous avez dit Bizarre, et par la suite, il n'y a plus rien. Jusqu'en 1999, où vous arrêtez définitivement votre carrière de chanteuse. Qu'est-ce qui a mené à cet arrêt, Caroline Verdy? Vous savez, les rencontres, la vie... c'est vrai que je pense que je voyais que le métier changeait dans le sens que j'étais dans une maison de disques et je voyais que quelque part c'était toujours les directeurs artistiques et les gens qui avaient la main sur vous et qui décidaient à la fin si vous étiez ce qu'on appelle objectif maison, c'est-à-dire est-ce que votre album a plu à toute l'équipe pour que vous soyez celle qu'on va mettre en lumière auprès des médias. Et ça veut dire, c'est des gens selon ce qu'ils pensent de vous, qu'ils vous aiment ou qu'ils vous aiment pas. C'est-à-dire, avant même de juger, on va dire, vos chansons ou le talent que vous avez, on va juger qui est le producteur, qui est l'auteur, qui est le compositeur, et est-ce que cet album va être dans les objectifs maison. Et moi, je me suis dit, mais si c'est ça, le métier artistique, c'est-à-dire ce n'est pas le talent qui est au premier rang, c'est qui a produit, qui a composé, qui a ceci, qui a ce... Et à un moment, je me suis dit, mais je peux pas, moi, continuer dans ce monde qui n'est pas celui que j'ai cru être, tout le moins qu'il était. Et donc, je pense qu'il vaut mieux tirer. Et puis, je voyais surtout le métier changer. Et je me suis dit, je préfère tirer ma révérence quand, effectivement, je viens de sortir un album, au lieu, comme certains artistes qui persistent, quand ce métier a terriblement changé aujourd'hui, qui persistent en se disant... je vais être artiste, je vais être chanteuse jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que dans tous les métiers, parce que c'est aussi un métier, la chanson, il faut savoir, comme je le disais à l'instant, tirer sa révérence avant que certains vous disent, voilà, en étant très négatif envers vous. Et moi, j'ai préféré partir avant que la maison de disques me dise, tenez, on vous rend votre contrat. Puisque le monde change, quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a un décalage aujourd'hui entre autant musical que la manière dont on promeut, on va dire aujourd'hui, un album, un titre, une chanson, et le monde a véritablement changé, quoi. Est-ce qu'il y a un événement, une critique qui vous a vraiment fait dire, OK, là, ça suffit, je m'en vais? C'est beaucoup les médias. Il y a des artistes qui ont beaucoup plus de talent que d'autres qui en ont moins que d'autres, selon les goûts. Attendez, je critique pas aucun artiste. Mais ce n'est pas le talent qui est en première ligne souvent. Maintenant, je peux me permettre de le dire, puisque ce n'est pas le talent qui est en première ligne. C'est, comme je disais, qui va être l'auteur, le compositeur, quelle va être la maison de disques, quelle va être l'attaché de presse. Même l'attaché de presse a un rôle très important à jouer dans la carrière d'un artiste. Si vous avez un mauvais attaché de presse, eh bien évidemment, c'est la preuve, c'est que quand j'ai fait l'Olympia, j'avais un attaché de presse qui me dit, on n'arrive pas à avoir d'émission. Eh bien, écoutez, c'est là où j'ai compris la vie. C'est quand je me suis fait passer pour ma propre attachée de presse et que j'ai eu toutes les émissions de télévision. Donc, je me suis fait pas passer pour Caroline Verdy. J'ai pris le nom d'un attaché de presse qui n'était pas connu. C'est-à-dire, j'ai pris un faux nom. J'ai contacté les médias et j'ai fait toutes les émissions, les grandes émissions de télévision. Et c'est là que je me suis aperçue, c'est pas que le talent qui compte. Pour moi, c'est le peuple qui choisit. Ce sont les auditeurs qui choisissent. C'est pas à ceux qui sont payés pour faire la communication et la promotion d'un artiste qui doivent décider si vous devez vivre ou mourir. Est-ce que c'est parfois injuste, vous trouvez, pour un artiste qui, comme vous, à cette époque-là, n'avait plus rien à prouver, là, qui avait fait ses marques partout à travers le monde? Mais c'est bien pour ça que j'ai arrêté, parce que je voulais pas être, comment dit-on, dépendre de gens qui, en plus, n'y connaissent rien à la musique, qui n'auraient pas vécu ce que j'ai vécu, avec tout le bonheur que j'ai pu avoir grâce à ce métier. Mais ce métier, il y a tout le beau côté très
positif, et c'est là effectivement qu'on continue quand c'est dans la ligne positive, mais à un moment vous avez aussi des gens qui sont prêts à vous saccager, faut pas l'oublier. Tout le monde n'aime pas forcément ce que vous faites ou ne vous aime pas forcément, même si vous avez rien fait de spécial avec eux. C'est-à-dire on dépend aussi de certains qui vont décider si vous allez vivre ou mourir. Les amitiés qu'on croit avoir dans ce métier-là, qui ça vous tourne le dos, est-ce que c'est très dur à accepter? Alors j'ai eu la chance quand même d'être bien, quand je dis bien entourée, la sélection, quand j'ai eu l'âge de pouvoir dire oui ou non, je me suis jamais trompée. La preuve, c'est que j'ai des amis qui sont toujours à mes côtés, même si aujourd'hui, effectivement, ce métier artistique, j'ai effectivement fermé la porte de cette carrière. Mais vous savez, qu'on soit musicien, qu'on soit artiste, qu'on soit chanteur ou qu'on soit présentateur d'émissions, la vie, elle est pour tout le monde pareille. Vous avez vos amis, et vous avez ceux qui ne vous aiment pas forcément, qui sont pas forcément vos ennemis, mais en tout cas, ceux qui ne sont pas vos amis. Vous avez dit que la porte était fermée, mais est-ce qu'elle est définitivement fermée à la musique? Alors c'est très drôle parce que, écoutez, quand vous m'avez appelé pour cette interview, je venais de faire la semaine dernière 2 autres interviews. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un renouveau sur les artistes des années 80? Je ne sais pas. À tel point, même quand on m'a demandé de faire la tournée des années 80, à l'époque, moi j'avais dit non. Aujourd'hui, si tu me le proposes, je ne sais pas si je dirais oui ou non. Mais c'est vrai qu'on a un petit sentiment, on va dire de nostalgie. C'est certain, c'est certain. Mais là, vous avez dit, bon, vous savez pas si vous diriez oui ou non à une nouvelle demande de Star 80, mais est-ce que il y a, dans un futur, une possibilité de nouvelles chansons possiblement écrites par vous, avec ce côté autrice qu'on connaît maintenant de vous? Écoutez, c'est très drôle parce que je crois que vous êtes le premier à me poser cette question et c'est la question que je me pose en ce moment. Donc, c'est la question de me dire, est-ce que je ne ferais pas au moins un dernier titre pour me faire plaisir avant, même si j'ai fait ma première grande révérence, il y a toujours, et beaucoup d'artistes sont dans cet esprit, puisqu'ils disent on arrête de chanter, et quelques années après, vous les revoyez, et qui vous font la référence du grand retour. Aujourd'hui, je me pose véritablement la question, d'autant plus que le monde change. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup d'expérience, j'ai pris effectivement les années vous apportent beaucoup d'expérience, et je me dis, avec tout mon savoir et vocalement, j'ai l'impression que j'ai au contraire amplifié mes possibilités vocales. Je me dis pourquoi pas. Puis surtout j'ai des idées et je me dis au moins peut-être un mini retour, au moins pour tirer ma révérence définitivement, parce que j'ai pas tiré ma révérence comme j'aurais voulu la faire. À cette époque-là, comment vous auriez aimé la faire? Bien que les gens le sachent, en vérité, je suis partie, on va dire, d'une manière très, on va dire, discrète. J'ai informé ni les médias, personne n'a su, et puis que j'ai arrêté de chanter quand j'ai arrêté de chanter, parce que les gens pouvaient, vous savez, ils sont pas toujours à votre écoute. Mais en fin de compte, je suis partie tellement discrètement qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas su pourquoi j'étais partie, pourquoi j'avais arrêté. Peut-être qu'ils ont cru que j'étais morte, mais je le suis pas encore. On ne m'a pas mise au monde de là pour violence, et c'est le temps de l'espérance, de l'espérance. Quand vous regardez là, vos 30 ans de carrière, et avec cette carrière là, unique que vous avez eue à la fois, comme je le disais au début de l'entrevue, vous appartenez au genre populaire, mais vous avez aussi des textes plus travaillés, plus poussés. Oui. Est-ce que vous êtes consciente que c'est pas tous les artistes qui ont une discographie comme la vôtre? Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'entendre un tel discours. Et vous savez, moi déjà, je pense que j'ai été Bon, il y a eu d'autres jeunes artistes comme Vanessa Paradis et d'autres qui ont commencé très jeunes, mais personne n'a signé un contrat avec la plus grande maison de disques de l'époque à 11 ans. Donc j'étais déjà très prématurée dans ce métier. 11 ans face à Eddie Barclay, avec mes parents, mon chien en train de signer un contrat. Donc j'ai vu aussi autour de moi des gens plus âgés. Je me rappelle la première fois que je suis rentrée au studio Barclay pour enregistrer mon premier 45 tours, à côté de moi, j'avais Jean Ferrat.
Et il commence à parler en me disant mais tu es là pourquoi? Je lui ai dit j'ai enregistré un disque. Et il était même lui-même étonné parce que 11 ans, voilà, j'étais vraiment la plus jeune chanteuse et même encore aujourd'hui à 11 ans, bon ça commence maintenant, le monde a changé. Mais effectivement, j'ai de 11 ans jusqu'à près de 41 ans, effectivement, j'ai une carrière assez riche, disons-nous. Caroline Verdy, quand on s'écrivait pour préparer l'entrevue et tout, vous m'avez dit « J'ai des souvenirs incroyables du Québec ». Vous nous avez parlé de la langue française, de notre culture qui vous a marqué. Quels sont vos souvenirs du Québec? À l'image que j'ai du Québec, déjà, comment dit-on, cet accueil chaleureux. J'ai l'impression que les Québécois aiment les Français. Dans le sens, on est cousins, je ne sais pas si on est plus que cousins, mais en tout cas, vous parlez notre langue et vous avez une manière d'ouvrir vos bras, j'ai toujours été accueillie, mais avec une gentillesse par les Québécois, disons-nous. Bon, on parle de Canadiens ou que de Québécois, moi je veux dire Québécois parce que j'ai pas été du côté anglophone. Et quand je suis allée, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal, vous avez un pays magnifique, en plus vous êtes fiers on va dire, vous avez défendu notre langue française comme beaucoup, même les Français ne la défendent pas aujourd'hui. Et ça m'a toujours marqué. Que effectivement, j'ai été fière de venir sur votre territoire et de rencontrer des gens comme Alain Dupuis, qui a été mon attaché de presse. Je crois que c'était un bel attaché. Ça a été l'attaché de presse de Lara Fabian à ses débuts. Et j'ai eu des gens qui ont été formidables et surtout mes premiers producteurs, on va dire, sur votre territoire, qui étaient effectivement liés à Claude Pascal et qui éditaient, bien évidemment, et qui diffusaient et qui imprimait, on va dire, tous les 45 tours et les vinyles, on va dire 45 tours ou 33 tours de l'époque. Caroline Verdy, comme ultime question à cette entrevue, s'il devait rester qu'une seule chanson de votre répertoire, ce serait laquelle pour vous? Alors aujourd'hui, si on doit parler de l'actualité d'aujourd'hui, la chanson qui pour moi est très marquante, c'est Ils ont changé la France. Et par contre, ma fierté, c'est d'avoir fait la reprise dès maintenant de Gilbert Bécaud. Caroline Verdy, merci énormément pour cet entretien. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Mais c'était un plaisir également pour moi parce que je m'y attendais pas, même en ayant aujourd'hui peut-être, et je ne sais pas, on verra ce que l'avenir réserve. Mais en tout cas, j'ai que un agréable souvenir du Québec et surtout des Québécois, bien évidemment, et Québécoises. Hein. Au cas où, juste au cas où tu traîneras.